Dans l'actualité ce soir, retour sur le tout premier sommet de l'Alliance des États du Sahel, de l'adoption du traité de la Confédération en passant par la nomination de Assimi Goïta à la tête et les actions de développement annoncées. Gros plan ce soir sur les fortes décisions prises par les leaders de l'AES. Plus de 55 milliards de francs CFA de dividendes apportés par 18 des 19 sociétés d'État au budget national exercice 2023. La Sonabi et la Sonabel sont les entreprises les plus performantes, mais comptent-elles réaliser pour être à la tête du peloton? Tous les détails dans cette édition. Et puis, coup de projecteur ce soir sur l'un des meilleurs de sa génération. Le célèbre couturier et styliste burkinabé Patéo est célébré à travers un livre d'art, une production d'art qui retrace le demi-siècle de parcours de l'inébranlable styliste Patéo Draogo, alias Patéo. Voilà pour les grandes articulations de ce journal. Bonsoir mesdames et messieurs. Merci de nous suivre. L'histoire a été écrite ce 6 juillet dans l'espace sahélien. Les trois pays que sont le Mali, le Burkina et le Niger ont franchi le Rubicon, le chemin de non-retour, ont réitéré les chefs d'État à Niamey au cours du tout premier sommet des chefs d'État de l'AES. Retour ce soir sur les grandes décisions adoptées par Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani. C'est avec Madina Sino. C'est l'un des actes majeurs du tout premier sommet des chefs d'État de l'AES ce 6 juillet à Niamey. L'adoption d'un décret instituant la Confédération des États du Sahel entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Dans la foulée, Assimi Goïta a été désigné président en exercice de l'AES pour un mandat d'une année. 25 points au total ont été discutés au cours de ce sommet. Sur le plan politique, géopolitique et diplomatique, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdourahmane Tiani ont réaffirmé leur décision irrévocable de quitter la CEDEAO. Le sommet a aussi souligné la nécessité d'une coordination dans les actions diplomatiques et insisté sur l'importance de parler d'une seule voix. Des protocoles d'accord additionnels seront mis en œuvre pour régler la question de la libre circulation des biens et des personnes liées au retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Sur le plan sécuritaire, les trois chefs d'État se sont félicités de la mise en place d'une force conjointe des États du Sahel, entamée en mars dernier pour mener une lutte trilatérale contre le terrorisme et le grand banditisme transnational. Les forces de défense et de sécurité des trois États membres vont multiplier les opérations conjointes. Sur le plan économique et de développement, dans un contexte de rareté de financement extérieur, les chefs d'État ont décidé de la création d'une banque d'investissement de l'AES et de la mise en place d'un fonds de stabilisation. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger entendent mutualiser leurs efforts en vue de la mise en place de projets importants dans les secteurs de la santé, de l'agriculture, de l'eau, de l'environnement, de l'énergie et des mines, entre autres. Sur les questions de communication, le sommet a statué sur la manière de donner l'information dans l'espace AES. Elle doit respecter deux critères fondamentaux, l'utilisation accrue des langues nationales, l'usage d'un narratif propre aux intérêts de l'AES, notamment sur des supports numériques. À plusieurs reprises, les chefs d'État ont salué la résilience des peuples et la bravoure des militaires. La prochaine réunion est prévue pour 2025. Oui, Madina Sino, le prochain sommet est prévu en 2025. En attendant, ce tout premier inspire déjà dans les universités burkinabè. Les étudiants diplomates en fin de formation à l'Université libre du Burkina s'essaient dans la pratique. Il s'agit d'une séance de simulation dans la peau des délégations de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Bamori Traoré, Archimède Boy. C'est une simulation des étudiants diplomates en fin d'année de licence à l'Université libre du Burkina. Réunis cette matinée, ces chefs de délégation des pays de l'Alliance des États du Sahel vont discuter sur la coopération bilatérale et multilatérale entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Des propositions seront également faites pour améliorer la coopération entre ces pays. Et chaque délégation devra participer activement à la séance de négociation. Et les discours sur table sont dans le domaine technologique et le volet politique, on va échanger là-dessus, ainsi que le volet socio-économique. Parce que ces volets sont très importants pour ces trois États. Donc du coup, c'est une stratégie que nous devons adopter, nous tous, avec ces différents États pour évaluer les échanges et avoir une idée concrète
pour remédier à ces fléaux. En tant que chef de délégation, c'est vrai que le terrorisme est un fléau qui entrave la vie de nos populations, mais nous sommes convaincus qu'à travers cette négociation, nous pourrons prendre des décisions nécessaires et importantes pour pallier ce fléau. Parce que nos 3 États traversent aujourd'hui la même histoire. Des fonds seront alloués par les différents pays. Chaque pays donnera sa contribution. Et ces contributions serviront à acheter des armes, des protections militaires pour ces soldats. Et aussi, il y aura des forces conjointes entre les 3 pays qui s'aideront de façon mutuelle à lutter contre le terrorisme. Pour Dr Poussi Sawadogo, enseignant et diplomate, cet exercice permettra aux participants de renforcer leurs capacités en recherche, en prise de parole en public, en discussion de groupe, en analyse et construction de consensus. C'est la mise en pratique des éléments théoriques de 3 matières, notamment la coopération bilatérale et multilatérale, la négociation et le protocole diplomatique. Ce sont ces 3 matières-là qui sont évaluées pour permettre aux étudiants de pouvoir donc montrer que les échanges théoriques en salle, en classe, ont permis donc de s'illustrer comme diplomates qui exercent donc ces compétences à travers donc la coopération, à travers la négociation et à travers donc le savoir-faire et le savoir-être qu'incarne donc le protocole. Par ailleurs, toutes les dispositions protocolaires, incluant l'accueil et la tenue vestimentaire lors des rencontres diplomatiques, devront également être respectées, indique le promoteur. Il y a l'ULB, il y a également l'ex-IAM, l'Université de l'Unité africaine qui vient de livrer sa 16e promotion, forte de plus de 600 étudiants formés dans 20 filières. Cette cohorte est baptisée Promotion Justin Rwamba en hommage aux parrains. Plus de précisions avec Abdou Aziz Sari. La consécration après plusieurs années de formation. La 16e promotion de l'Université de l'Unité africaine est désormais prête à servir. Ils sont 614 nouveaux diplômés en BTS, en licence et en master, jugés aptes à embrasser le marché de l'emploi. Mais avant, ils reçoivent leur parchemin, fruit de leur courage, de leur abnégation et de leur sacrifice. Et aujourd'hui, avec cette cérémonie, nous sommes très heureux. À l'université, on nous a appris à entreprendre. Et l'un des slogans, c'est apprendre pour entreprendre. Et donc ce chemin-là est privilégié. On a certaines compétences qui peuvent quand même nous aider à développer le pays. Et exhaustivement, on peut dire, bon, du côté sécuritaire comme du côté projet, du côté business administration, nous pouvons envoyer notre originalité là-dedans. Avec un taux de réussite de 80%, cette cuvée 2024, baptisée Promotion Justin Rwamba, est composée de 19 nationalités africaines. Des États qui auront certainement besoin de ces nouvelles compétences pour mieux renforcer la compétitivité de leur entreprise. Donc c'est la preuve que nous sommes en avance sur les politiques au niveau de l'intégration. Donc ces jeunes-là qui vont repartir dans les pays respectifs ne pourront que cultiver l'unité, la force de l'Afrique. Et grâce à eux, nous avons espoir, nous pouvons espérer que ces jeunes-là porteront haut le flambeau de notre chère patrie, de notre cher continent, l'Afrique. Parchemin à main, ces nouveaux diplômés sont attentifs aux conseils de leurs parrains. Je les ai dit qu'ils n'auront jamais l'occasion de faire une première bonne impression. L'impression, c'est la première fois. Je les ai encouragés à travailler avec beaucoup d'abnégation, de travailler avec fierté, de travailler avec discipline. C'est de cela, toutes ces valeurs, qui vont les permettre d'évoluer dans leur carrière. En plus de la célébration du mérite des étudiants, cette cérémonie de sortie de promotion est également le lieu pour l'Université de l'Unité africaine de raffermir ses liens avec ses partenaires.
À l'école polytechnique de Ouagadougou, on reçoit plutôt la visite du ministre de l'Enseignement supérieur. Le professeur Adjima Tchombiano est allé encourager le personnel et les élèves. Il est aussi porteur de messages en lien avec la mutation de l'école Luco Parabelgen. Le ministre Adjima Tchombiano est à l'EPO, l'école polytechnique de Ouagadougou, pour deux objectifs: encourager les élèves et le personnel enseignant et atos de l'école et leur faire part d'une possible mutation de l'école polytechnique en université polytechnique. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a salué la discipline des pensionnaires de l'école avant de leur porter la nouvelle. Lors donc du Conseil des ministres, il a été adopté un rapport relatif à l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous. Et dans une des composantes majeures de cette initiative, il est prévu la mise en place d'une université polytechnique. Et tel que décliné dans le document pour ce qui concerne les missions de cette université polytechnique, nous voulons assurer une formation de qualité dans divers secteurs qui puissent réellement contribuer au développement. Et parmi ces secteurs, je suis heureux de constater qu'il y a certaines filières qui se déroulent déjà ici. Les pensionnaires de l'EPO se sont réjouis de la visite avant de poser des doléances allant dans le sens de l'amélioration de leurs conditions d'études. Chaque jour ici à l'école polytechnique de Ouagadougou, nous ne ménageons pas d'efforts réellement pour apporter notre pleine contribution à l'État burkinabé. Nous savons qu'aujourd'hui, le point le plus important, c'est la reconquête du territoire et comment en fait les ingénieurs, nous qui sommes dotés de ces différentes connaissances-là, pourront vraiment mettre cela en pratique et substantialiser vraiment ces différentes connaissances-là. Donc il faut dire que nous sommes continuellement dans nos différents laboratoires en train d'innover, en train de chercher à trouver des solutions et de nouveaux projets pour pouvoir vraiment accompagner l'armée, voilà, à différents niveaux, que ce soit dans la conception de drones, que ce soit dans la conception de solutions informatiques pointues pour pouvoir vraiment localiser l'ennemi et pouvoir le verrouiller et le frapper avec succès. En attendant l'avènement de l'université polytechnique, l'école polytechnique de Ouagadougou compte aménager dans ses nouveaux locaux en chantier à Nagrin des ateliers, un laboratoire, une cité, des bâtiments administratifs et un restaurant sont attendus sur le site. Je pense que nous apprécions vraiment à sa juste valeur à cette visite du ministre, monsieur le ministre. Ça fait plus de visibilité et surtout les informations que nous avons reçues, les orientations, nous rassurent beaucoup quant au développement et au déploiement de l'école polytechnique sur son site. Créée en 2017, l'école polytechnique de Ouagadougou a pour vocation de former des ingénieurs. L'école compte de nos jours 347 élèves, dont 57 filles, 31 enseignants et 64 atos. Ces élèves sont repartis dans 2 cycles. Après le test de recrutement des élèves, les admis passent 2 années en cycle préparatoire avant d'entamer le cycle d'ingénieur pour 3 ans, soit un total de 5 ans pour la formation des ingénieurs. La première promotion de l'EPO est forte d'une trentaine d'ingénieurs dont la sortie est annoncée dans la foulée. C'est une étape cruciale pour les nouveaux bacheliers. Comment s'orienter, quelle filière adopter, quel parcours entamer? Des questionnements mais aussi des doutes qui sont peut-être levés à travers une session d'orientation et de partage d'expériences. C'est un cadre voulu par l'association Groupe Les Étoiles. C'est l'acte 7 de la journée d'orientation et d'information au profit des bacheliers. Stéphanie Bonkongo, Sandrine Zougouri. Quel choix pour mon avenir après le bac? C'est autour de cette question que s'est tenue la 7e édition de la journée d'orientation et d'information qui a réuni les bacheliers de l'année scolaire 2024. À travers ces échanges et partages d'expériences, l'association Groupe Les Étoiles entend donner des informations clés aux nouveaux diplômés afin de leur permettre de faire de bons choix pour leur cursus universitaire. En fin d'année scolaire, nous jugeons nécessaire de continuer à accompagner ces élèves pour mieux les aider à faire de bons choix par rapport à leur orientation. Donc nous avons comme objectif de partager l'expérience que nous avons avec eux et aussi de donner des conseils pour les aider à éviter les erreurs courantes commises par leurs aînés. Pour cette édition, les organisateurs ont apporté différentes innovations majeures. Nous avons envoyé des ateliers interactifs afin que les élèves puissent poser des questions directement
aux conseillers. En plus de cela, nous avons invité des entreprises et aussi des universités privées qui vont donner des conseils, c'est vrai, mais donner plus de lumière par rapport à l'offre d'emploi qui existe présentement au Burkina Faso et à l'international. Dans cette édition aussi, nous récompensons les meilleurs élèves que nous avons pu enseigner au cours d'année, qui sont sortis bien avec le bac, avec de bonnes notes, de meilleures notes dans la science surtout. L'initiative est encouragée et saluée par les nouveaux étudiants. C'est une aubaine car la journée sera bénéfique pour la suite dans leur future vie professionnelle. Une journée d'orientation et j'espère vraiment qu'après cette journée-là, je saurai quoi faire et puis les opportunités qui vont être présentes, quoi. Et les cours m'ont vraiment appris. Je dirais que sans ces cours-là, je n'aurais pas la mention que j'ai eue. L'indique son nom, c'est une journée d'orientation. C'est pour nous aider à choisir notre filière. L'association, le groupe Les Étoiles. Ce que je retiens, c'est qu'on nous a aidés pendant toute l'année. Et puis, c'est grâce à ça que je peux avoir ma moyenne 16,421. Aussi, j'invite tous les autres élèves qui voudraient élever leur taux de réussite à venir au cours d'appui. L'association Groupe Les Étoiles est apolitique, laïque à but non lucratif et a pour mission de faire la promotion de l'éducation scientifique, citoyenne et sportive. Les membres organisent régulièrement des cours de renforcement dans plusieurs matières au profit des élèves en classe d'examen en vue d'un résultat satisfaisant au BPC et au baccalauréat. Et nous sommes lundi et comme chaque début de semaine, place maintenant à la chronique économie. La 32e session de l'Assemblée générale des sociétés d'État et établissements publics de prévoyance sociale a refermé ses portes ce 28 juin. La Sonabel et la Sonabi ont une fois de plus réalisé les meilleures performances parmi les 19 sociétés d'État. Celles en difficulté financière, la Sogémab et la Sonater, ont enregistré des capitaux plutôt propres négatifs. La note positive, c'est que 18 des 19 sociétés d'État ont apporté des dividendes de plus de 55 milliards de francs CFA au budget national. Archimède Boy. Plus de 55 milliards de francs CFA de dividendes apportés par 18 des 19 sociétés d'État au budget national pour l'exercice 2023. Ces chiffres émanent du rapport de la 32e Assemblée générale des sociétés d'État et établissements publics de prévoyance sociale. Ils sont en légère hausse comparés aux 47 milliards de francs CFA réalisés durant l'exercice 2022. Et sans surprise, la nationale des hydrocarbures, Sonabi, et celle de l'électricité, Sonabel, occupent respectivement la première et la deuxième place des entreprises les plus performantes en 2023. Les bons résultats de la Sonabi, selon ce rapport, sont liés en partie à la suppression de la subvention sur le prix du gasoil destiné aux entreprises industrielles. Il y a aussi l'augmentation du prix du super 91 à la pompe que la population a dû se rendre compte. Ça a permis à la Sonabi d'augmenter son chiffre d'affaires. Et en ce qui concerne la Sonabel, je crois que au niveau de l'AG des sociétés d'État, on parle du réaménagement de la grille tarifaire, je crois qui est en place depuis octobre 2023. Et il y a aussi l'augmentation du nombre d'abonnés de la Sonabel qui a permis justement à ces deux sociétés-là d'être les plus performantes pour l'exercice 2023. La valeur ajoutée de ces sociétés d'État au PIB est passée de 238 milliards de francs CFA à 261 milliards en 2023, soit une hausse de près de 23 milliards de francs CFA. Cette valeur ajoutée représente, en termes d'entreprise, c'est la richesse nouvelle produite par l'entreprise. C'est-à-dire au cours de l'année, qu'est-ce que l'entreprise a ajouté à son chiffre d'affaires antérieur. Donc cette valeur ajoutée pour cette année s'élève à un peu plus de 261 milliards et je crois qu'elle est tirée un peu plus par la Sonabi et la Sonabel. La mauvaise note de ce bilan, deux sociétés d'État en difficulté financière. La Sonater, Société nationale de l'aménagement des terres et de l'équipement rural, et la Sogémab, Société de gestion de l'équipement et de la maintenance biomédicale. Ces sociétés se retrouvent en difficulté parce qu'elles ont des capitaux propres qui sont soit négatifs, soit insuffisants. Négatif, c'est au niveau de la Sogémab. Je crois que la société a fait un retraitement comptable. C'est un terme en entreprise.
qui permet à l'entreprise justement de pouvoir gérer ce qu'on appelle les charges directes, les dépenses de personnel, les salaires, les frais médicaux, etc. Donc, cette opération comptable-là a rendu les caisses de la Sogemab, enfin les capitaux de la Sogemab négatifs. À ce tableau peu reluisant s'ajoute le déficit de gestion de 419 millions de francs CFA réalisé par la Caisse nationale d'assurance maladie universelle contre un excédent de 355 millions de francs CFA en 2022. Tout autre chose à présent, sensibiliser les présidents des délégations spéciales sur l'importance des données de sources administratives. C'est l'INSD, l'Institut national de la statistique et de la démographie qui est en action au profit des délégations spéciales de la région du centre. Un atelier au cours duquel il s'agira de leur expliquer le concept même de données de sources administratives et leur pertinence pour la prise en charge des décisions. Alex Balora, Romero Koita. Ils sont une vingtaine de responsables des délégations spéciales de la région du centre à prendre part à cette formation sur l'importance des données de sources administratives. C'est une initiative de l'INSD, l'Institut national de la statistique et de la démographie, qui veut ainsi leur permettre de mieux comprendre l'usage des données statistiques dans l'analyse et la formulation des politiques publiques. C'est important de connaître et d'avoir des informations sur plusieurs aspects de la vie sociale. Et les statistiques permettent par exemple dans la planification urbaine d'utiliser les données sur les populations pour anticiper sur les besoins des populations. Et si on connaît aussi les habitudes des populations, ça permet aussi de satisfaire les besoins dans tous les secteurs de la vie. De l'avis de Edith Tapsoba, les données statistiques sont un outil d'aide à la décision. Mieux outillés, ces premiers responsables communaux pourraient ainsi avoir des informations sur plusieurs aspects de la vie sociale afin d'anticiper sur les dispositions à prendre. Les bénéficiaires saluent l'initiative. Cet atelier, certainement, va nous permettre dans les mois à venir d'améliorer notre système de gouvernance et d'apporter un mieux-être à nos populations. Cette formation sur les données statistiques au profit des présidents des délégations spéciales s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest. Dans le secteur agricole, c'est un diagnostic sans complaisance que fait le Sénabio sur le modèle agricole actuel pratiqué au Burkina Faso. Pour le Conseil national de l'agriculture biologique, ce modèle est inadapté à cause de l'utilisation des produits chimiques jugés dangereux non seulement pour la santé, mais qui appauvrissent aussi les sols. Et comme alternative, l'organisation propose de mettre l'agriculture biologique au cœur de la politique agricole du gouvernement. Le sujet était au cœur de la 13e Assemblée générale de la structure, rencontre qui a aussi été consacrée au renouvellement des instances. Roméo Koita. Ces acteurs pensent que le modèle agricole actuel pratiqué au Burkina Faso a des insuffisances. Il tend à appauvrir les terres et ne permet pas de nourrir toute la population. Comme alternative, ces membres du Conseil national de l'agriculture biologique Sénabio prônent l'agroécologie, un modèle de production refusant pour les cultures l'usage des engrais chimiques et des pesticides. Et cette 13e Assemblée générale du Sénabio se veut une occasion pour mutualiser les connaissances afin de créer un marché national porteur, identifier les difficultés, inciter les décideurs à prendre des politiques publiques appropriées et booster le secteur. Beaucoup de gens sont d'accord qu'il faut changer, mais comment changer? Et nous avons travaillé à avoir des évidences. Nous avons formé beaucoup de producteurs dans toutes les zones du Burkina Faso à ce qu'ils puissent concevoir des biofertilisants qui arrivent aujourd'hui à remplacer les fertilisants chimiques. Et aujourd'hui aussi, ils ont des biomasses qui sont fabriquées et qui permettent d'alimenter les terres sans problème. Et nous avons aujourd'hui des fermes qui produisent
des dizaines d'hectares qui produisent sans ces produits chimiques-là. Le Conseil se réjouit de la volonté affichée du gouvernement d'accompagner les producteurs avec l'octroi de bio-intrants. Au niveau de la commande publique, des efforts sont faits avec l'achat de plus de 2800 tonnes de bio-intrants, ce qui a permis de générer près de 400 millions de francs CFA. Le pays s'est même doté d'une stratégie de développement agroécologie. Les collègues de l'agroécologie ont pu recevoir des commandes à près de 400 millions de francs CFA. Vous savez, c'était le produit chimique qui était toujours commandé, mais le gouvernement a décidé de donner une partie de la commande-là à nos acteurs qui ont pu livrer des tonnes à hauteur de 400 millions de francs CFA. Donc c'est déjà un signe qu'à quelque part les communautés produisent et sont conscients et que l'État aussi pense pouvoir les aider. Aujourd'hui, nous travaillons toujours avec le gouvernement pour qu'il puisse nous permettre de renforcer aussi nos initiatives en matière de biofertilisants. Ces 4 dernières années, ce sont plus de 20 000 producteurs formés à la production et à l'utilisation de l'engrais bio, plusieurs villages écologiques mis en place et des greniers améliorés construits. Tout en invitant les consommateurs à opter pour des produits bio, Abdoulaye Ouedraogo se satisfait des actions déjà menées. Près de 22 000 personnes au côté agricole ont été formées sur les nouvelles pratiques agricoles. Ils sont en transition agroécologique et même près de 3 000 aujourd'hui sont carrément orientés vers l'agroécologie. Et nous avons près de 52 fermes qui sont certifiées et aujourd'hui qui nous produisent et qui sont naturelles. À l'issue des échanges, les membres du Sénat Bio ont procédé au renouvellement de l'instance dirigeante. Et c'est Sayouba Bonkungu qui est porté à la tête du Conseil national de l'agriculture biologique pour un mandat de 3 ans renouvelable. Renouvellement des instances dirigeantes également au district 403 Atra de Lyon, club international Burkina Faso. Hamza Koné passe le témoin à Jean-Urbain Korsaga, le tout nouveau gouverneur de l'organisation pour un mandat d'1 an. Ce samedi 6 juillet 2024, la passation des charges a été effective au cours de la rentrée solennelle de Lyon. C'est lui qui est désormais gouverneur et compte conduire le district 403 A3 avec 4 axes majeurs dans différents services sociaux de base. Voyons l'ouverture de cette rentrée avec Benjamin Kwame. C'est la rentrée lyonistique 2024-2025 au district 403 A3. C'est une tradition, les membres, après chaque mandat, renouvellent les instances de décision. Hamza Koné, qui a piloté le district 403 A3 durant une année, passe le témoin à Jean-Urbain Korsaga, après son investiture tenue en avril dernier lors du congrès de l'association. Il a été élu par ses pairs. Pour ce mandat, Urbain Korsaga compte mener sa mission autour de 4 axes fondamentaux. Le premier axe, c'est la croissance au niveau de nos effectifs. Comme vous le savez, une association vit à travers la vitalité de ses membres. Voilà. Et donc, nous devons faire au bout de l'année environ 150 nouvelles cooptations pour que notre association puisse donc grandir au niveau du Burkina. Il y a aussi des activités de service que nous devons mener. Et à ce niveau-là, nous avons prévu réaliser 6000 activités de service à travers tout le Burkina. Et cela va toucher les secteurs de la santé, de l'environnement, de la faim, de la lutte contre le paludisme et aussi donc de la cause du cancer infantile. Les Lions entendent ainsi impacter positivement 8 millions de Burkinabés avec toutes les activités durant ce mandat. Sans oublier les formations pour un meilleur leadership des membres. L'ensemble des Lions du cabinet officiellement installés également ici. Ils sont envoyés en mission. Mais avant cette passation des charges, Hamza Koné, le gouverneur sortant, dit être fier de ce qu'il a pu réaliser avec ses collaborateurs et appelle à l'union autour de son successeur. Nous avons eu à mener des actions pour la formation, pour le service, pour des dons et dans plusieurs catégories de services. Il y a eu plusieurs catégories de services. Alors aujourd'hui, nous ne pouvons plus que parler du bien du mandat précédent, mais seulement apporter tout notre soutien. Et je vous prends à témoin pour demander à tous les Lions de s'engager comme ils l'ont fait autour de moi pour le mandat passé, à consolider nos liens derrière le nouveau gouverneur qui est notre ami Jean-Urbain Korsaga. C'est à l'université Thomas Sankara que cette rencontre annuelle se tient.
Lions Club International avec le district 403 à 3 pour donner le ton de leur nouvelle mission a lancé le projet d'aménagement d'un bosquet agroécologique au sein de l'université. Les premiers plans sont mis en terre par les responsables de l'organisation. L'acte écologique est salué par la direction générale de l'université Thomas Sankara. Elle rassure prendre soin du bosquet. On reste dans le même registre où ça bouge également du côté du Rotary Club du district 9000. 101. C'est un homme de droit, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Burkina Faso qui a été choisi pour présider à la destinée de l'organisation pour les 12 prochains mois. Maître Paulin Salambéré devient ainsi le 12e gouverneur de district et le 5e burkinabé à occuper cette fonction. Carlos Dogba, Mamounata Kabouri. Après une année de gestion couronnée de succès, le gouverneur sortant du district 9101 du Rotary Club, Abdoulaye Sanogo, passe le collier au gouverneur entrant, maître Paulin Marcelin Salambéré. Ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, du haut de ses 57 ans, le nouveau gouverneur a occupé différentes fonctions dans le Rotary, notamment la présidence de la sous-commission soutien des clubs en difficulté jusqu'à son élection en 2021. Titulaire d'une maîtrise en droit des affaires, il devient le 12e gouverneur du district 9101 et le 5e burkinabé à occuper cette fonction. Il place son mandat sous le signe de la magie du Rotary. J'aurai en charge l'administration des clubs qui sont dans ces pays. Et à ce jour, il y a 109 clubs. Je dois, avec mon équipe, veiller au bon fonctionnement de ces clubs. Je dois visiter tous ces clubs durant cette année. Et également, avec les objectifs du Rotary International, faire en sorte que les districts aussi s'inscrivent dans cette dynamique et réalisent les actions qui rentrent dans les objectifs pour l'atteinte des objectifs du Rotary International. Son prédécesseur n'a pas manqué de lui réitérer ses encouragements tout en lui souhaitant un franc succès dans sa mission. J'ai visité l'ensemble de tous les clubs de district. Ça m'a permis d'avoir l'état de santé de tous les clubs et d'apporter notre soutien aux clubs qui sont en difficulté, de sorte qu'ils puissent réaliser les actions que nous avons prévues au cours de notre mandat. Donc autant d'actions que nous avons pu réaliser pendant ce mandat. La soirée a également enregistré la présence des membres du district venus des autres pays. Alors nous félicitons les deux gouverneurs. Nous disons félicitations au gouverneur sortant Abdoulaye Sanogo ainsi que le gouverneur entrant Paulin Cassambré, bon, je vais dire ça comme ça, pour leur mandat et on leur souhaite vraiment un meilleur vœu. Le district 9101 regroupe 10 pays, 109 clubs Rotary regroupant à leur tour 2349 Rotariens et 71 clubs Rotaract, forts de 1030 membres. À noter que le Rotary est une organisation dont l'objectif est de cultiver l'idéal de servir. Il mène ses activités sur plusieurs axes stratégiques, dont le développement économique local et la construction de la paix. Parlons à présent de vertu, d'exemplarité et d'abnégation au travail. Il s'appelle Abdoul Aziz Lenkoné, un jeune Burkinabé en service au programme national de volontariat du Burkina qui force l'admiration par son dévouement au travail. Il n'a donc pas mis du temps à taper dans l'œil du tout nouveau directeur général de l'institution installé il y a moins d'un mois. En reconnaissance, ce dernier lui a dédié une cérémonie de reconnaissance, moment au cours duquel l'intéressé a reçu une lettre de félicitations et s'est engagé à mieux faire. Arsène Konditamné. À la direction générale du programme national de volontariat, c'est jour de surprise. Abdoulaziz Lenkoné, ici en chemise verte, est un volontaire national en service à la direction de la communication. C'est un travailleur acharné qui, pour obtenir des résultats, ne lésine pas sur les moyens. Une ardeur au travail et un sens du devoir qui ont très vite tapé à l'œil du nouveau directeur du programme national de volontariat. Le volontaire est récompensé pour son engagement. Il reçoit une lettre de félicitations. Vraiment, ça m'a surpris. C'est une surprise que je salue vivement. Donc, je tenais à remercier le premier responsable du gouvernement d'intérêt public, programme national du volontariat, pour cette distinction.
cette reconnaissance à ma modeste personne. Bon, cette lettre de félicitations va stimuler ma créativité, voilà, pour plus d'engagement. Voilà. Cette célébration du mérite s'inscrit dans la vision du directeur général de la structure. Il souhaite placer les volontaires au cœur de ses actions afin qu'ils donnent toujours le meilleur d'eux-mêmes dans chacune de leurs activités. Une initiative pour créer l'émulation, mais magnifier donc, je dirais, l'engagement, le dévouement. C'est un début, je viens à peine d'arriver une semaine, mais j'ai été frappé par l'engagement d'un VN, sa disponibilité, son travail, et sans intérêt, je ne le connaissais pas, il m'a émerveillé. J'ai dit, bon, il ne faut pas attendre, il faut aller très vite et bien. Et aujourd'hui, j'étais très satisfait parce que de façon unanime, le personnel, les VN qui sont là, ont reconnu qu'ils méritent ce prix-là. Pour les autres volontaires, cette lettre remise à leurs compères est une motivation supplémentaire. L'initiative du DG, c'est à saluer. Nous lui disons merci et nous lui souhaitons une excellente mission dans sa nouvelle tâche. C'est avec joie que tous nous, les VN, nous disons ce que nous on peut dire, on est honorés. On est honorés ce matin. Donc merci beaucoup à notre DG. À entendre le directeur général du Programme national de volontariat, cette distinction ne devrait pas être la dernière. Il compte l'inscrire dans sa politique de gestion en l'élargissant à d'autres volontaires qui s'illustrent particulièrement dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées. Je vous le disais plus haut, c'est l'un des meilleurs de sa génération. Le célèbre couturier et styliste burkinabé Patéo est célébré à travers un livre d'art. Un livre qui retrace le demi-siècle de parcours de l'inébranlable styliste Pathé Ouédraogo, alias Pathé Carlos Dogba, Archimède Boy. Pathé Ouédraogo, dit Patéo, le natif de Guibaré dans le BAM, aujourd'hui figure emblématique de la mode et de la couture. Ce livre retrace le parcours de l'homme depuis son arrivée en Côte d'Ivoire dans les années 70 jusqu'à sa riche expérience dans le secteur vestimentaire. Lui qui hérite d'un domaine largement dominé par les créateurs au style vestimentaire européen, comment parvient-il à se frayer ce chemin? Son originalité, l'alliage parfait entre tradition et modernité. Dans cet ouvrage, l'on renoue avec celui-là qui est devenu l'habilleur des chefs d'État, des acteurs du showbiz et des footballeurs. J'ai fait 15 ans d'apprentissage. Il y a eu d'abord 5 ans couture homme, 4 ans couture dame, et puis maintenant 6 ans d'adaptation. Ça veut dire que cette adaptation, ça veut dire que si vous sortez de chez votre patron, vous ne savez rien, vous avez bien appris le métier, mais vous ne connaissez personne. Vous n'avez même pas l'argent pour vous installer. Voilà, ça m'a fait 6 ans. Nelson Mandela, premier chef d'État, à s'habiller en tenue Patéo. Depuis 50 ans, Patéo ne s'est jamais détourné de ses origines, d'où son succès, d'après la représentante du ministre en charge de la culture. Patéo, c'est une institution, comme on l'a dit. Patéo, c'est une école. Patéo, c'est une tranche de vie aussi. Et c'est tout simplement un patrimoine national. Parce que quand on regarde 50 ans de ce parcours-là, de cet homme qui est si humble, mais qui en même temps a apporté tant de choses à notre beau pays, c'est vraiment l'ambassadeur de l'excellence burkinabé qui est reconnu à travers le monde. Ce livre est le fruit de 5 années de travail de Catherine Morin, Flurina Rothenberger, armeur, de Saïdi Mamadou Ouédraogo et de la contribution de plusieurs chercheurs, journalistes et photographes africains et européens. Dans un premier temps, Canal+, comme vous le savez bien, est le partenaire incontournable de la culture. Et pour ça, nous n'hésitons pas à nous positionner sur des événements majeurs tels que ce vernissage. Ensuite, le grand styliste, le papa qui est juste à côté de moi, a été le parrain de notre grand concours dédié à la femme pour la 2e édition. Donc pour cela, nous entretenons une relation très étroite et très riche en collaboration. Il est vendu au prix de 25 000 francs CFA. Déjà, à cet âge,
l'enfant était déjà biberonné à la chose de la diversité culturelle. Fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis partout au Burkina Faso et plus précisément depuis Sono dans la Kossi. Ne décrochez surtout pas, restez sur BF1 tout à l'heure à 21h. Nous vous proposons une émission spéciale sur le tout premier sommet de l'Alliance des États du Sahel. Hervé Dapa et ses invités de qualité vous promettent un débat de haut vol 72 heures après la tenue de cette rencontre historique. Bonne soirée à tous.